Bonjour à tous, on va attendre quelques instants que tout le monde rentre dans la salle. Parfait, je vois que les gens sont en train de rentrer. Dans quelques instants, on va commencer. Bienvenue à tout le monde. Ok, bonjour à tous. On va commencer. Je pense qu'il y a encore quelques personnes qui vont rentrer tranquillement, mais je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Donc, bienvenue dans ce troisième webinaire Numana en partenariat avec la CMM. On vous a parlé donc de manufacture 4.0 et de retail intelligent dans les derniers mois. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment on peut connecter nos solutions d'affaires. Qui sont avec nous aujourd'hui. On a Yves Harvey de Microsoft. J'ai perdu la page sur laquelle j'avais son titre complet, bien évidemment. Attendez, je vais retrouver son titre complet. Donc, on a Yves Harvey qui est spécialiste en solutions d'affaires Dynamics 365 chez Microsoft Canada. On a Sophie Marin qui est la présidente et directrice générale de Innov SA et Rachel Bachmann qui est la présidente fondatrice de Akiri Consultants, qui sont tous des spécialistes des solutions d'affaires, des CRM, des ERP et de toutes les solutions qui vont vous permettre de faciliter la gestion de vos entreprises. Ils vont aujourd'hui nous parler de ces sujets qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours et avec lesquels ils accompagnent de nombreuses entreprises. Et on espère que ça va vous être très utile. À la fin du webinaire, on aura une période de questions, mais je vous invite dès le début, dès maintenant, tout au long de la conversation, à utiliser le bouton Q&A si vous avez Zoom en anglais et Q&R si vous avez Zoom en français, pour pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire. La présentation va être enregistrée et sera disponible ensuite sur la chaîne de Numana. Mais à la fin, comme ça, on pourra poser des questions et interagir un peu ensemble. Sans plus attendre, Yves, je vais te laisser la place. Oui, bonjour à tous. Merci à Humana et à CMM de nous avoir invités. Je vais prendre quelques minutes, disons environ entre 10 et 15 minutes là, pour faire une introduction avant de passer la parole à Sophie, puis par la suite à Rachel. C'est toujours un défi de présenter du contenu en environ 10 à 15 minutes, mais je vais essayer de brosser peut-être un tableau de ce qu'on voit du point de vue de Microsoft dans les organisations au niveau des différents projets d'automatisation ou numérisation. Je veux dire, on est dans une très, très grande période de transformation numérique, une période qui est définitivement accélérée maintenant. Les critères ont beaucoup évolué en termes des différents projets. Je veux dire, chaque projet qui demande de la technologie informatique, naturellement, la valeur doit y être attachée, mais depuis déjà quelques années, on parle beaucoup de mobilité. Maintenant, on parle beaucoup plus d'agilité aussi. Donc, tous les projets doivent avoir des capacités mobiles, c'est-à-dire de pouvoir permettre aux gens d'utiliser les applications d'affaires n'importe où, n'importe quand. Mais aussi, lorsqu'on parle de mobilité, on peut aussi parler de processus étendus, de comment, au niveau de mes applications, je peux permettre à mes partenaires, à mes fournisseurs et à mes clients de participer à ces processus-là. Au niveau de l'agilité, naturellement, aujourd'hui, pour réussir, il faut pouvoir s'adapter et innover. Donc, ce que ça veut dire, c'est on peut implanter les meilleures pratiques, il faut implanter les meilleures pratiques, mais il faut aussi pouvoir adapter ces meilleures pratiques-là au fur et à mesure des changements qu'on voit dans le marché. Naturellement aussi, avec l'apparition de l'info nuagique, l'aspect continuité et capacité est très importante et aujourd'hui, ça devient des grands défis au niveau des ressources humaines de pouvoir gérer des parcs informatiques sur site. Donc, il y a une très grande popularité au niveau de l'info nuagique, puis bien entendu la sécurité. Je ne m'étendrai pas nécessairement sur la sécurité parce que je pense qu'à tous les 2 ou 3 semaines, dans les médias, on entend parler de situations, si on veut, ou d'événements là, qui touchent la sécurité informatique. Ce que je vais faire dans le peu de temps que j'ai choisi en fait 4
4 projets que l'on voit beaucoup depuis quelques années, puis de voir où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui, puis comment ces projets-là ont évolué dans le temps, puis comment, au niveau des nouvelles technologies, on va aller chercher la plus-value. Donc, je vais parler d'activer la vente numérique. Donc, on sait que ce sont des projets au niveau de joindre, par exemple, des équipes de vente, des équipes de services marketing, unifier ces activités, ces fonctions-là dans l'organisation. Ça se fait maintenant depuis 5 à 10 ans. Donc, on voit qui maintenant est la suite un peu à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne de fabrication, rapidement, là, quels sont les sujets qui sont discutés dû justement à l'avènement des nouvelles technologies, que ce soit au niveau de l'Internet des objets ou des réalités augmentées. Quelque chose de plus nouveau qui est construire des processus agiles, que j'ai intitulé Construire des processus agiles, mais dans le fond, qui est comment les nouvelles plateformes de développement rapide, ce qui est connu aussi sur le low-code, no-code, peuvent aider rapidement dans les organisations là, à créer des applications. Et finalement, générer de l'intelligence, en fait, c'est comment on peut, puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là, tout le monde est familier, puis depuis 15-20 ans, on investit beaucoup dans l'intelligence d'affaires, mais où est-ce qu'on en est rendu avec l'intelligence artificielle? Grosso modo, je fais ça en 10-15 minutes, ça va être assez rapide, soyez très attentifs à ne pas refaire à la maison, s'il vous plaît. Donc, si on regarde activer vente et marketing numérique avec des solutions intelligentes, donc ce qu'on parle beaucoup maintenant, c'est, mis à part l'unification de ces différents départements-là, mais c'est d'avoir une vue 360 du client. Je vais parler client, mais ça peut être aussi vue 360 du produit pour pouvoir permettre aux outils d'intelligence artificielle, de machine learning, de vraiment pouvoir profiter de l'ensemble de ces données-là pour être efficace dans ce qu'on va proposer comme action. Ça fait que si je prends quelques exemples, là, on parle de mobilité, bien entendu, meeting virtuel, la collaboration, la capacité de pouvoir partager rapidement, de créer des espaces de collaboration avec soit les clients, soit les fournisseurs, de permettre les modèles prévisionnels. Encore là, la vue 360 du client est importante, de pouvoir amener des informations qui sont déjà dans les systèmes internes, mais de plus en plus, on va chercher des informations externes. Donc, de permettre d'avoir cette vue-là ou l'ensemble de ces données-là pour permettre justement au modèle prévisionnel de nous aider. Quelques exemples, on parle des meilleures prochaines actions. Les systèmes peuvent suggérer en fonction des historiques d'achat des clients, mais en fonction des historiques d'interaction, que ce soit, nous, on utilise beaucoup avec naturellement l'intégration de Outlook, tout ce qui est communication dans le fond, où les systèmes vont me dire, Yves, tu as promis au client que tu lui reviendrais avec une documentation ou un article ou un sujet. Le système me le rappelle directement soit par courriel, soit par Teams ou en fait, là, tous les outils qui sont disponibles, mesurer le sentiment du client, mais pas juste mesurer, mais tirer de l'information puis permettre au système. Ça fait que je vous dirais, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens ont investi beaucoup dans les 5-10 dernières années à unifier et à mobiliser ou rendre mobiles ces applications-là. Maintenant, il doit y avoir un retour sur investissement en ajoutant les fonctions d'intelligence artificielle qui vont chercher les données, que ce soit des données sur les réseaux sociaux professionnels, les données qui viennent de l'externe ou les données d'outils de communication qu'on va utiliser avec nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, mais principalement au niveau de la clientèle. Deuxième type qui est vraiment construire une chaîne d'approvisionnement résiliente. Je comprends qu'on est dans une période que je compare un peu. Moi, ça fait comme 38 ans que je suis dans le monde des applications d'affaires, spécifiquement ERP. Et ça me rappelle un peu l'an 2000. Hein? L'an 2000, les années 96, 97, 98, là, il y avait le bug, puis beaucoup d'effervescence, beaucoup de projets, puis des limites au niveau des ressources aussi. Donc, il y avait des manques de ressources. Fait qu'on est un peu dans cette période-là, je vous dirais. Ça fait 20 ans que le bug de l'an 2000 est arrivé. Donc, les systèmes ERP, les systèmes d'application d'affaires, beaucoup ont cet âge-là maintenant. Fait qu'on est dans une grande période où il y a beaucoup de changements. Les gens vont changer le ERP, changer le CRM, puis moderniser en fait ces applications-là qui étaient sur site. Donc, c'est sûr que ça, c'est là. Et d'aller vers des systèmes là, qui me permettent d'avoir beaucoup d'agilité. Ça, c'est un fait. Une autre chose qu'on voit, c'est
l'arrivée du cloud permet, par exemple, d'automatiser certaines fonctions. Ça fait que si on regarde, par exemple, si j'ai un exemple, excusez, je n'ai pas pu traduire tout, là, mais j'ai 2 fournisseurs avec lesquels je dois faire plusieurs transactions et je partage beaucoup d'informations et c'est très coûteux. Il y a une nouvelle solution qui est arrivée sur le marché, par exemple, qui s'appelle la blockchain, que certains d'entre vous sont probablement familiers, où on va partager ensemble, on appelle ça des journaux, sur une même base de données commune, puis ce qui nous permet d'accélérer puis de diminuer les coûts au niveau de la communication de l'information, que ce soit l'information sur le transport, l'information sur les particularités de produits et ainsi de suite. Ça fait que ça, je vous dirais, c'est des discussions là, que je vois de plus en plus là, dans un environnement supply chain, donc des entreprises en distribution, mais aussi les fabricants, même dans le monde du retail, du détail aussi. Un exemple, j'ai pris un exemple, là, c'est un producteur de lait qui donne, pas qui donne, mais qui vend sa production à une entreprise qui fait le traitement. Puis, on voit ici qu'en utilisant la blockchain et la technologie de l'Internet des objets, où on connecte non seulement les informations attenantes au produit, mais on partage ces informations-là en temps réel à travers les différents partenaires avec lesquels on va travailler tout le long. Fait que cet exemple-là, où le premier transporteur doit respecter certaines règles, là, ici, c'est simple, au niveau de la température, l'humidité, et ensuite, c'est transporté à l'intérieur d'un entrepôt. Donc, on est toujours en temps réel avec l'information grâce à l'Internet des objets qu'on voit de plus en plus. Et la blockchain va permettre à ce moment-là à avoir toutes les informations au même endroit en même temps avec tous mes partenaires de relations d'affaires, ce qui va me permettre de pointer rapidement puis de voir rapidement où il y a des problèmes puis qui a pu causer les problèmes. Fait que ça, c'est une des choses qui est nouvelle, puis que les nouvelles technologies connectées d'Internet, par exemple, vont vous permettre. Dans le domaine du manufacturier, je pense que pour la plupart, je ne vous apprends rien. Là, les gens qui sont dans le domaine, je viens de parler d'un exemple d'Internet of Things. On voit aussi, naturellement, tout l'aspect robotisation, mais ajouter à ça l'intelligence artificielle. Puis côté humain, je n'ai aucun exemple là, au niveau des ressources humaines, mais il y a beaucoup d'attention qui est apportée maintenant au niveau des ressources humaines. On voit beaucoup de projets au niveau de la formation la formation en ligne avec un outil de réalité augmentée. Dans notre cas, c'est l'HoloLens, par exemple. Donc, on voit aussi beaucoup de ces projets-là, ou aussi de l'assistance à distance avec la réalité augmentée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle parce que les entreprises voient vraiment un bénéfice. Puis, naturellement, ça a été amplifié avec la pandémie, mais je pense que c'est un mouvement qui existait auparavant. Je travaille avec quelques clients là, sur des projets similaires. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis, c'est des opportunités là, à évaluer. Puis, ce qui est intéressant aussi souvent, c'est que les projets ne sont pas des longs projets. Hein, parce que quand on parle de changer un ERP, on parle souvent là, de 6 à 12 mois. Bien, les autres projets comme blockchain, comme la formation avec réalité augmentée, c'est des projets qui peuvent se réaliser dans un mois, là, dans quelques cas, une fois qu'on comprend bien ce qu'on veut faire, puis on a bien évalué l'impact que ça doit emmener, on parle de quelques semaines là, aussi pour implanter la technologie. Ensuite, je voulais parler, le troisième, c'était la plateforme de développement rapide, low code, no code, pour permettre aux employés de transformer les idées brillantes en applications. Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle. Je pense que c'est Gartner ou EDC qui disait que c'est un secteur d'affaires évalué dans le monde à l'heure actuelle à 10 milliards, qui va être l'équivalent de 180 milliards pour les 3 prochaines années. Donc, seulement dans 3 ans, multiplié par 20 fois. Il y a un engouement énorme. Pourquoi? Il y a de plus en plus de besoins de réaliser des applications. On veut être agile, on veut pouvoir réagir rapidement aux opportunités. Et il y a de moins en moins de capacités pour développer ces applications-là. Donc, les plateformes qu'on appelle low-code, no-code permettent maintenant à des employés, des super utilisateurs qu'on appelle, ou simplement des analystes d'affaires, de créer ces applications rapidement, surtout le cloud. Le cloud permet ça beaucoup. Donc, de créer ces applications rapidement. Moi, je vous dirais, à l'heure actuelle, que ce soit grande entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise,
vous devez mettre l'étude de ces plateformes-là, puis les bénéfices que ça pourrait apporter à votre entreprise, à votre agenda pour les prochains 3 à 6 mois, par exemple. Il y a vraiment un engouement, puis on voit les résultats très rapidement. Et je continue parce que je veux rester dans mon temps aussi. Ça, j'en ai parlé, je vais passer. Et générer tout ce qui est l'intelligence d'affaires. En fait, ce que je veux amener au niveau de l'intelligence d'affaires, c'est qu'on a investi beaucoup dans les 20 dernières années et l'apport de l'intelligence artificielle ou machine learning est quand même assez substantiel. Donc, il faut continuer ces investissements-là. Donc, naturellement, amener les données internes, mais aussi les données externes, ça, c'est un élément. Je pense que on fait beaucoup de travaux de ce côté-là. Les technologies Data Lake permettent d'emmener plus facilement puis d'analyser plus facilement ces informations-là. Mais l'intelligence artificielle amène un aspect d'analyse de ces grandes données-là qui est, comme je dis souvent, les clients, je dis, on bâtit des tableaux de bord, on identifie nos KPI, donc on obtient les réponses à nos questions, mais souvent, on ne pose pas toutes les questions. L'intelligence artificielle, ça permet, dans certains cas, de trouver des réponses, d'obtenir des réponses à des questions qu'on n'a pas posées. Donc, j'ai beaucoup d'expérience avec des clients qui me disent, Yves, souvent, le système va me recommander certaines relations d'événements qu'ils ont trouvées à l'intérieur de l'analyse totale de l'ensemble de la base de données que j'ai. Puis des fois, il y en a une sur 10 qui est intéressante que je regarde, puis je me dis, ah tiens, regarde ça on n'aurait pas pensé à ça, puis emmener l'information. Ça fait qu'il ne faut pas arrêter à la capacité qu'on a maintenant de prendre beaucoup de données. Hein. Il y a eu beaucoup de big data, on en a parlé beaucoup. Amener les données des réseaux sociaux, faire de l'analyse de sentiments, c'est une chose, mais aussi permettre justement à l'intelligence artificielle de jouer un rôle, puis les technologies, la plupart des technologies qui sont disponibles sur le marché le permettent. Fait que ça termine dans le temps que j'ai mon allocution, puis je vais passer la parole à Sophie Marin et je serai là pour la période de questions. Merci. Merci beaucoup, Yves. Je remercie aussi la Chambre de commerce de Montréal et Numana de me donner l'opportunité aujourd'hui de vous présenter un cas qui est concret. Donc, j'ai avec moi Marianne Desormeaux, VP Opération chez UBP, United Bottle. Et elle va faire partie de la présentation. On va vous amener un cas en style entrevue. Donc, Marianne, tu es bien avec moi? Oui, salut Sophie. Oui, parfait. Donc, merci à toi de te joindre à moi. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en détail sur comment relier intelligemment les outils de gestion de votre entreprise. Puis, je trouve que c'est une belle façon aussi de présenter comment United Bottle a réussi à le faire en très peu de temps. Donc, toi, Marianne, tu es VP Opération commerciale chez UBP, c'est bien ça? Okay. Oui. Est-ce que tu veux nous présenter UBP rapidement? Oui, bien en fait, UBP, c'est un distributeur de bouteilles de verre vides. Actuellement, on a des opérations également au niveau du recyclage et du lavage de bouteilles. Mais pour ma part, je m'occupe vraiment de toute la portion distribution. Donc, on fait affaire avec des verriers un petit peu à travers le monde, en Europe, en Amérique du Sud et compagnie. Et notre rôle dans la chaîne, c'est vraiment d'offrir des plus petites quantités à des entreprises qui sont soit en démarrage ou des plus gros clients également. Mais c'est vraiment de faciliter l'acquisition de bouteilles, pas directement chez le verrier, mais en plus petits lots, donc à partir de chez nous. Nos clients sont au Canada, aux États-Unis, mais un petit peu à travers le monde également. Merci, Marianne. On peut dire, nous, on se connaît, là, ça fait près de 3 ans maintenant, puis on peut dire ce qui vous motive, c'est vraiment la qualité, les clients, puis les possibilités qu'offre le numérique. Pour me présenter là, brièvement, moi, je suis la présidente d'Innovsa, une compagnie qui propose des solutions d'affaires clés en main qui permettent d'accélérer la commercialisation en les reliant aux opérations. Puis nous, on accompagne justement nos clients là, dans toutes les étapes de ce processus-là. Quand j'ai rencontré Marianne au départ, son objectif, c'était vraiment de planifier une structure pour faire du marketing intelligent. Marianne, est-ce que tu veux nous parler un peu de la genèse du projet? À l'époque, toi, tu étais engagée en fait chez United Bottle pour atteindre des objectifs là, bien précis. Là.
Oui, absolument. Bien, en fait, quand on m'a engagée, c'était à titre de directrice du marketing. Ce qu'on voulait faire, c'était doubler les ventes en 5 ans et augmenter le nombre de clients, évidemment, établir là, je lis un petit peu ma slide, là, mais réduire le churn chez nos clients existants, avoir une meilleure base de données. Mais en fait, ça, je ne le savais pas à l'époque. On m'a engagé pour faire du marketing, mais je n'avais pas nécessairement la connaissance du type d'information dont disposait l'entreprise. Mais on savait aussi qu'on voulait réduire le poids administratif du traitement des commandes. Donc, ce qu'on voulait, c'est doubler les ventes, mais pas nécessairement doubler l'équipe qui prend en charge ces mêmes ventes-là et ces mêmes clients-là. Donc, c'était vraiment là notre défi initial. Puis je me rappelle que, tu sais, au départ, on a fait une stratégie numérique ensemble. Puis je me rappelle que ce que tu nous disais, c'était vraiment comment on arrive à faire le moins de clics possible. Puis pour prendre un peu ce que Yves venait de mentionner dans sa présentation, en fait, ce que tu voulais, c'était une expérience client unifiée, puis une relation avec les opérations qui allait être fluide. Donc, ce qu'on voulait au maximum, c'est d'avoir un processus fluide où les systèmes allaient prendre en charge les opérations qui sont souvent récurrentes, où il n'y a pas de valeur ajoutée à avoir un humain. Puis, ce que tu voulais, c'était vraiment de bâtir une infrastructure qui allait permettre justement à l'organisation de faire du vrai marketing. Puis je me rappelle, et puis c'est une des raisons pour laquelle je suis fière de vous présenter UBP aujourd'hui, c'est que c'est une des seules entreprises qui a vraiment mis en valeur justement cette possibilité-là, en fait, de bien bâtir une infrastructure où le client allait faire le moins de clics possible, et où le processus, justement, d'acceptation d'une vente ou de traitement d'une vente allait être le plus complet. Donc, de votre côté, là, vous avez mis en place une expérience, si je ne me trompe pas, qui est presque similaire à du B2C, mais qui s'applique au B2B. C'est bien ça, Marianne? Exactement. Bien, moi, en fait, je viens de l'univers du B2C et il y a tellement de codes qui sont intéressants dans le B2C en termes de réduire le nombre de clics, exactement, le nombre d'interactions qu'on a avec l'entreprise. Et je vous dirais qu'on est passé vraiment d'une gestion de communication par boîte courriel. Donc, on dépendait complètement des individus, de leur boîte courriel, puis de leur boîte vocale, littéralement, là. Où est-ce qu'ils géraient les relations clients en one-on-one et c'est les ventes qui devaient retransmettre l'information ensuite aux gens du crédit, aux analystes et compagnie. Où est-ce que maintenant on se dit, bien, si on a l'information une fois, elle devrait être transmise à travers toute l'entreprise, puis on ne devrait pas avoir à la demander une deuxième fois au client, ni à la ré-rentrer dans nos systèmes une deuxième fois. Donc, pour nous, comme j'expliquais au départ, l'idée, c'était de faire du marketing, mais de faire du marketing qui avait une certaine assise sur de l'information intelligente. Donc, au départ, on n'avait pas cette information-là. Toute l'intelligence qu'on avait de notre relation du client était dans les boîtes courriels des gens. Donc, quand je suis arrivée, on avait tout de même un ERP pour toute la relation comptable, donc toute la gestion des chiffres, si on veut, toute la gestion de notre inventaire. Mais quand ça venait à capturer de l'information de comportement du client, on n'avait pas de CRM et on n'avait aucune autre façon de se rappeler de l'information, si on veut, qu'à travers les courriels que les gens gardaient dans leur boîte respective. Donc, beaucoup de travail en vase clos. J'aimerais bien mentionner la vision de l'intelligence d'affaires ici qui vient de toi. Donc, c'est tes mots. Puis, je trouve que tu décris bien justement comment c'est important d'avoir une vision dans un projet comme celui-là. C'est-à-dire que dès le départ, de ton côté, l'objectif, c'était pas nécessairement de couper des postes, mais c'était vraiment de mettre l'humain au centre, en fait, du système pour qu'il devienne une valeur ajoutée pour le client. Puis d'un autre côté, nous, on a mis en place justement une structure pour que les systèmes, eux, ils gèrent les suivis du marketing, des ventes et des opérations de façon intelligente. Donc, nous, on était beaucoup plus appelés justement à faire le lien entre les différentes données de ces systèmes-là. Mais toi, au centre de ta vision, l'objectif, c'était réellement justement d'unifier ces données-là pour avoir le plus de valeur ajoutée possible là, pour ton client là, au final. Là.
Au départ, c'est vraiment une vision de faire du meilleur marketing, mais rapidement rendu compte qu'il y avait tellement une grosse opportunité au niveau de la gestion des ventes, puis de la gestion du client, que tout est tellement intégré qu'on a vraiment bâti un système qui nous permet de capturer le besoin du client, de le traiter à l'interne de façon optimale. Puis encore là, c'était tout dans une vision de dire, on veut doubler la business en 5 ans. Donc, il fallait être capable de scaler en ayant 1000 clients de plus par mois, par exemple, puis autant de ressources. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'engager quelqu'un au niveau du service client si on rentre 1000 clients de plus. Donc, on voulait non seulement être capable de gérer les clients actuellement de façon efficace, mais aussi éliminer la friction entre les départements. Une friction qui venait souvent du fait que l'information était mal partagée ou il y avait des erreurs de retransmission d'informations. C'est vraiment là qu'Innovsun nous a aidé à faire tous les ponts pour qu'une information qu'on reçoit une fois soit disponible tout au long du processus d'achat du client, que ça devienne de l'historique pour le client et que ça nous permette de remarketer puis de développer une base de connaissances qui nous permet de faire vraiment un marketing qui est intelligent. Bien, je pense que ça nous amène quand même une clarté là, sur comment vous avez vraiment déployé intelligemment là, les outils qui provenaient du CRM versus de votre ERP, puis des résultats que ça donne là, en bout de ligne. Tu sais, quand on regarde comment vous étiez justement au départ, bien, on sait que vous avez atteint vos objectifs, vous avez relié, vous, au départ, vous aviez un outil qui s'appelait Sage X3, puis nous, on a relié, en fait, les données du ERP à un autre outil qui s'appelle HubSpot pour vraiment avoir comme objectif une acquisition de clientèle, mais plus que ça, c'est-à-dire d'avoir une acquisition de clientèle qui allait être fluide, puis où on allait diminuer au maximum le nombre de clics, où la commande, on sait que quand un client commande en ligne, bien, il y a un paquet d'irritants souvent qui peuvent subvenir. Donc, tu sais, on le passe d'un département à un autre, on lui demande de patienter, on revient une semaine plus tard. Donc, moi, je me rappelle quand j'ai embarqué dans le projet, toi, tu avais une belle vision, puis c'est mon client, je veux qu'il passe le plus rapidement dans le processus justement d'approbation, puis que le plus rapidement possible, on soit en mesure de lui livrer sa commande, puis de s'assurer d'avoir un suivi par la suite pour s'assurer qu'il est satisfait, qu'on a bien compris ses besoins, puis que de son côté, il va avoir envie de recommander là, à nouveau chez nous. Puis nous, pour arriver à atteindre ces objectifs-là, on a quand même pris le temps de planifier la création de l'infrastructure. Je me rappelle qu'au départ, on a parlé vraiment d'identifier les données du ERP, du CRM. On s'est assuré de mapper ces données-là, donc s'assurer qu'elles étaient intègres d'une part et d'autre. On a aussi eu envie de centraliser l'information. Pour ceux qui sont moins familiers justement avec les détails techniques, bien, centraliser l'information, ça ne veut pas dire avoir nécessairement toutes les données au même endroit. Ça veut dire d'avoir des systèmes qui gèrent les données, mais de la bonne façon, puis que ces données-là d'un système à un autre, bien, soient les mêmes quand même, là. Donc ça, on a fait ça là, en collaboration. Puis, toi, de ton côté, là, vraiment, tu t'es assuré toujours de fournir le flux là, de travail à toutes les étapes, puis d'identifier toutes les... je pense que là-dessus, on a collaboré beaucoup là, à identifier toutes les opportunités là, d'optimisation. Donc, comment on peut rendre ça encore plus efficace. Puis ce que tu disais, là, puis moi, je trouvais ça intéressant, tu disais, aujourd'hui, Sophie, on a vraiment moins de chances de faire des erreurs. Plus de temps pour former des employés, puis c'est pas arrivé non plus du jour au lendemain, donc tu constates les gains, là, c'est ça, au fur et à mesure, c'est bien ça? Oui, puis en fait, ce qui est intéressant, puis je reprends un petit peu les propos de Yves auparavant, c'est que travailler avec un système comme HubSpot, parce que je vais prendre lui en exemple, parce que toute ma pensée pour la vision a été faite parce que je comprenais les possibilités du CRM. C'est-à-dire que quand il parlait de low-code, no-code, bien, ça permet à quelqu'un qui n'est pas un programmeur, quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans les technologies, de comprendre les possibilités, de les appliquer à son entreprise, puis d'avoir une vision qui est structurée. Parce que
Ici, chez UBP, on n'a pas personne qui fait des technologies de l'information. On a vraiment juste un peu moi qui est là, puis on a Innovsa qui est en support. Et c'est suffisant parce que toute la structure est gérée dans le background, est pensée une fois, est supportée par la personne qui nous a aidé à l'intégrer, mais dans le day-to-day, l'utilisateur, lui, ce qu'il voit, c'est vraiment ses interactions avec le système qui sont simplifiées au maximum. Parce que c'est vraiment tous les workflows qui sont en background du CRM qui permettent de gérer un petit peu là, ce qu'il y a justement dans le background. Et une plateforme comme HubSpot, je suis certaine qu'il y en a d'autres qui sont vraiment excellentes aussi, mais permet d'avoir une visibilité justement sur ces workflows-là, puis sont super facilement manipulables. Donc, même moi, de mon côté, je suis super agile, puis il y a beaucoup de flexibilité avec les systèmes pour juste, puis j'ai vraiment un background de marketing, là, puis d'être capable de voir le processus dans le workflow, de l'ajuster à mon goût, puis de l'adapter à mes besoins. Donc, ça, c'est une grosse valeur ajoutée pour nous. Oui, puis juste pour revenir sur le low-code, là, on peut même mentionner, Yves, que nous, on l'a utilisé là, dans ce projet-là, puis en termes de retour sur investissement, je pense que pour toute entreprise qui a envie justement d'être autonome, dans un projet qui aurait pu prendre des heures et des heures, on a réalisé certaines parties du projet, nous, avec des interactions là, avec des applications comme ça créées sur mesure, puis qu'aujourd'hui roulent sans arrêt en arrière pour s'assurer d'un des processus clés de l'entreprise, là, notamment là, les paiements préautorisés, ces choses-là. Donc, on a un outil là, qui est sécuritaire puis qui a été fait justement avec cette méthode-là puis qui atteint complètement les objectifs. En terminant, parce que je vais passer la parole dans quelques secondes à Rachel, nous, les détails techniques, c'est vraiment, on s'est fié vraiment à la vision. Puis je pense que l'entreprise avec laquelle on vous présente le cas aujourd'hui, United Bottle, ben, je pense que c'est une des grandes forces de cette entreprise-là, c'est d'avoir une vision, puis celle de desservir ses clients avant tout, celle de faciliter aussi le processus complet de vente jusqu'à la livraison, puis de satisfaction aussi, ça aide. On a établi vraiment les étapes, donc en fonction des processus qu'on voulait optimiser un après l'autre. On a fait ça vraiment un projet à la fois, puis on s'est toujours adapté là, aux réalités des équipes. Puis, finalement, c'est sûr qu'on va accélérer les résultats de l'utilisation du CRM si on le synchronise avec le ERP, parce qu'évidemment, on veut quand même une information là, de qualité là, dans notre système de gestion. Donc, ultimement, ce qu'on a fait ici, c'est vraiment conclure plus de ventes. Puis, les résultats, Marianne, je te laisse nous les rappeler. Donc, je veux juste reprendre ta phrase. En ce moment, tout le monde chez vous est en télétravail, mais tu n'es même pas inquiète à savoir s'il travaille ou pas. Ce que tu vois, c'est la performance, c'est ça? Exactement. Puis, tu sais, quelque chose aussi, je pense, qui peut être intéressant pour les gens qui écoutent, qui songent peut-être à faire une genre d'intégration de ce type-là, c'est que pour nous, un des avantages collatéraux qu'on a constaté, puis qui n'était même pas un des objectifs de départ, c'est qu'on a grandement amélioré les relations des employés à l'interne. Donc, c'est quelque chose auquel on aspire toujours, mais pour nous, ça a été une belle surprise de se rendre compte que en formant les employés, en leur démontrant qu'on baissait leur charge administrative, donc pour faire de l'entrée de données et compagnie, et que donc il y avait moins de choses à faire, il y avait plus d'accès à de l'information. Donc, ça a vraiment, si je peux dire, augmenté le niveau de bonheur à l'interne et faciliter un petit peu le day-to-day des employés. Là, et comme Sophie le mentionnait, je n'ai pas besoin d'avoir des meters sur leurs ordinateurs à distance parce que je sais en temps réel ce qu'ils font. Je suis capable de lier leurs actions à de la performance de chiffres, donc de mesurer justement l'attrition de clients. Ça, c'est pour mon équipe de service. Puis pour mes nouveaux clients, bien, je vois en temps réel où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur prévision de closer des nouveaux clients. Ils en prennent combien, c'est lié combien, c'est lié comment, je veux dire, au inbound qui rentre. Donc, toutes les demandes entrantes
qu'on reçoit de nos nouveaux clients versus la prospection, qu'on est tous capables de mesurer maintenant. Capable de mesurer, puis il n'y a pas un sentiment de je me fais checker par les employés. Au contraire, ils sont super reconnaissants parce qu'on leur donne plus d'informations, plus de visibilité, donc on les rend plus autonomes et c'est comme ça qu'ils le voient. Je te remercie beaucoup, Marianne. Nous, on va être disponible à la fin pour les questions. Oups, je vais juste arrêter le partage. Parfait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir. On va pouvoir y répondre. Merci encore, Marianne. À Rachel. OK, merci beaucoup. Puis merci, Marianne, de partager. C'est toujours le fun de l'entendre du côté du client, que c'est pas juste les gens en TI qui parlent comment c'est bien les systèmes, là. C'est toujours le fun. Je vais juste partager mon écran. OK. Et un petit sound check. Donc, vous m'entendez quand même bien? On t'entend très bien, Rachel. OK, parfait. Je ne bougerai plus. Donc, bonjour. Moi, je m'appelle Rachel Bachmann. Je suis présidente d'une firme conseil boutique, les consultants Akiri, spécialisée en sélection de logiciels, stratégie technologique et en analyse d'affaires. À travers les dernières années, j'ai mené une dizaine de sélections logicielles, surtout sur des ERP, des CRM. Et en fait, comme Yves et Sophie et Marianne vous ont parlé des avantages d'intégrer les outils d'affaires modernes dans vos entreprises, moi, je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler aujourd'hui des étapes concrètes à suivre lorsque vous avez identifié un besoin de moderniser ces systèmes-là. Donc, est-ce que vos outils ont suivi votre évolution? Peut-être ces 5 situations-là, une de ces 5, peut-être plusieurs, vous décrivent. Vous avez un logiciel développé en interne ou conçu pour une plus petite entreprise, puis finalement, vous êtes juste rendu plus grande, ou bien peut-être un mélange des deux, peut-être un système qui était customisé à vos besoins à travers les années. Souvent, on voit ça, donc un petit système super customisé. Puis, on est rendu à un point où le système a difficulté à livrer les fonctionnalités dont on a le plus besoin. Ça, c'est vraiment un indicateur que c'est peut-être le temps de changer. Il y a aussi une chose que je pose toujours comme question chez mes clients, c'est la quantité d'analyse qui se passe en dehors des logiciels. Si vous effectuez énormément de choses en Excel, en Access, en exportant des données de vos systèmes et les analysant après, c'est aussi un indicateur que c'est peut-être le temps de changer vos systèmes. Petite anecdote, des fois, j'ai des clients qui carrément ils vont me dire qu'en blague, là, leur ERP s'appelle Excel. C'est quand même un indicateur. C'est sûr qu'il y a toujours de l'analyse à l'extérieur des systèmes, surtout quand on va croiser 2 sources de données, mais disons que si on est en train d'exporter pour pouvoir analyser, c'est que c'est d'habitude un pas bon signe. C'est aussi peut-être possible qu'il est dispendieux d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. On a parlé du no-code, low-code. Il y a des plateformes, Microsoft en a, Salesforce aussi, où ça devient très facile d'ajouter des modules sur des solutions existantes aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas possible quand le système qu'on a est trop vieux. Donc, est-ce que vous avez cette capacité-là à faire évoluer le système en ajoutant des modules facilement? Ça, c'est vraiment une chose à regarder, une raison de changer aussi. Ou peut-être l'effort de mettre à jour, faire un upgrade, est trop considérable. Puis dans certains cas, le coût d'upgrade de la solution est carrément équivalent à remplacer le système au complet. Donc, avant de vous lancer dans votre projet technologique, il est très important de commencer par un diagnostic de processus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut éviter de mettre en place un système par-dessus des processus qui ne sont pas optimisés ou qui ne sont plus à jour. Donc, on veut vraiment aller régler les problèmes concrets, mais les problèmes concrets du futur de l'entreprise. Donc, il
faut vraiment commencer par un diagnostic de processus pour augmenter les chances de réussite du projet. Puis, durant ce diagnostic-là, on va aussi identifier certains problèmes à régler, mais aussi des choses qu'on peut venir ajouter des fonctionnalités système pour venir les soutenir. Donc, c'est vraiment la première étape. Avant de parler technologie, on veut parler people process et commencer par ça. Et la bonne nouvelle, si vous n'avez pas déjà entendu parler, il y a quelque chose qui va vous aider avec ce diagnostic de processus. Le Audit Industrie 4.0, c'est une initiative du gouvernement québécois pour aider les entreprises à entreprendre le virage numérique. Et en fait, avant, c'était ouvert juste aux manufacturiers. Maintenant, c'est ouvert à beaucoup plus d'entreprises. Donc, à voir si vous avez le droit et accès. On peut vous envoyer le lien vers les détails du programme par la suite. Mais l'idée, c'est que le gouvernement va financer jusqu'à 30 000 $ pour vous aider à faire en 2 volets, un diagnostic et un plan numérique. Donc, voilà le diagnostic de processus dont j'ai parlé. Et dans un volet 2, ce qui est nouveau, il y a quelques années, il y avait un 15 000 $ puis ça couvrait juste le volet 1. Ils ont réalisé que les entreprises avaient besoin d'être un petit peu supportées aussi dans la partie mettre en œuvre le plan. Donc, il y a un volet 2 qui s'est fait ajouter, qui est la sélection de solutions et plan de gestion de changement pour les projets numérisés. Donc, on peut aller chercher jusqu'à 30 000 $ de financement pour ces 2 volets-là. Quelques conditions seulement, et c'est quand même très, très accessible comme programme. Je sais, j'ai des clients qui disent « Ah non, les subventions, c'est compliqué ». Ce n'est pas le cas avec cette subvention. Les seules conditions, c'est qu'ils font un plan stratégique de l'entreprise qui est fait. Probablement, vous en avez déjà une. Et il faut trouver des auditeurs accrédités. Donc, comme Akiri, mais il y en a d'autres sur le marché qui sont des auditeurs accrédités pour vous accompagner. Puis ensuite, vous appliquez pour la subvention. Donc, c'est une très bonne nouvelle et honnêtement, une opportunité à saisir si vous avez la chance. Donc, maintenant que vous avez l'argent de la subvention, il faut parler des prochaines étapes. Donc, avant d'entreprendre le projet, il faut savoir, pour changer de logiciel, là, il faut savoir qu'il y a quand même quelques étapes et il faut impliquer les bonnes ressources tout au long de ces étapes-là. Donc là, je vais juste passer à travers un échéancier type de sélection de logiciels pour vous montrer un petit peu. Donc, on commence par un lancement. En parallèle, on va définir les exigences. Ça, je vais revenir sur ma prochaine slide. Et produire un cahier de charge en même temps. Donc, on fait d'habitude la définition des exigences est faite en atelier. On peut faire ça à distance, on n'a pas besoin d'être sur place, mais de définir les exigences que le système doit répondre et produire un cahier de charge avec ça qu'on va ensuite envoyer en appel d'offres. Ensuite, il faut attendre un petit délai pour la réponse des fournisseurs, donner au moins 3 à 4 semaines. Si on essaie de trop condenser ça, en fait, on va réduire la qualité de la réponse. Donc, je ne vous suggère pas d'essayer d'aller trop vite avec ça. Si vous voulez des réponses de qualité, il faut donner le temps. Ensuite, une période pour analyser ces réponses, établir une liste restreinte, donc un shortlist basé sur les réponses, puis on va inviter souvent 2, peut-être 3 fournisseurs à faire des démonstrations, scorer et une décision finale. La démonstration aussi, il faut leur donner du temps de préparer une démonstration de qualité qui est peut-être un petit peu customisée à votre entreprise parce qu'encore une fois, si on leur donne un peu plus de temps, on va avoir une démonstration plus de qualité, puis les utilisateurs vont pouvoir vraiment voir comment ça va être d'utiliser ce logiciel-là. Donc, un des astuces à penser avec tout ça, c'est qu'il y a un temps que ça prend, puis on parle de 12 à 16 semaines, mais il ne faut vraiment pas penser qu'on peut aller vite. C'est quand même un temps qu'il faut prendre. Par contre, il y a des activités qui peuvent être faites pendant ce temps-là. Par exemple, on peut préparer les scripts de démonstration pendant qu'on est en train d'attendre la réponse des fournisseurs. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et ouais, donc c'est à peu près ça. Les démonstrations, souvent, on va impliquer les utilisateurs. En fait, les utilisateurs qu'on va utiliser, qui vont être présents sur le projet comme représentants des lignes d'affaires, devraient être impliqués dès le début
avec la définition des exigences. Et tout au long de ce processus-là, parce que c'est vraiment eux qui vont pouvoir vous aider à choisir le bon logiciel. Une des choses qu'on recommande fortement, si vous n'avez pas déjà en interne des analystes d'affaires, c'est de faire appel à ce moment-ci à un analyste d'affaires. La raison, c'est que c'est sûr que dans tout cet échéancier-là que j'ai parlé, le plus important, c'est d'avoir des exigences bien définies. Parce que les exigences mal définies, tout le reste du projet peut être parfait, on peut avoir une très bonne gestion de projet, une très belle solution même, mais si les exigences n'étaient pas bien identifiées de ce que la solution doit faire, on peut vraiment choisir la mauvaise solution puis être à côté de la plaque, puis c'est très, très, très difficile de revenir. Puis on a vu beaucoup de projets, je suis sûre que tout le monde a déjà vu des projets faire des rollbacks, être annulés après plusieurs mois, plusieurs millions de dollars dépensés parce que la solution n'était pas la bonne. Donc, les exigences, de les identifier comme il faut, c'est vraiment une étape critique. Et si vous n'avez pas, ça se fait d'avoir une analyse d'affaires qui vient juste pour cette période-là pour vous aider. Ça existe. Donc, c'est vraiment notre recommandation. On recommande fortement. Ils vont vous aider à identifier les exigences à la fois fonctionnelles, ce que le système doit faire, et non fonctionnelles. Ça peut être le non fonctionnel, ça peut être la sécurité, l'accessibilité, la localisation et tout ça. Et juste avant de continuer, une petite anecdote pour les analystes d'affaires. Comme j'aime bien raconter cette anecdote-là, mais en fait, j'étais dans une compagnie manufacturière et il y avait le client, il nous a dit moi, j'ai besoin, mon besoin fonctionnel, c'est d'avoir des entrepôts virtuels. Puis c'était une compagnie manufacturière, puis il voulait une compagnie, un entrepôt virtuel par client. Donc, s'il y avait 25 clients, il voulait 25 entrepôts virtuels dans le système. Puis, en fait, j'ai posé la question, j'ai creusé un petit peu plus. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez autant d'entrepôts virtuels? Pourquoi cette fonctionnalité-là doit exister dans votre futur ERP, d'avoir des entrepôts virtuels? Puis, ils m'ont dit, ben, tu sais, aujourd'hui, quand je produis du stock, il est dans l'entrepôt, puis je me fais piquer le stock de mon client par un autre vendeur. Donc, en fait, je dois le cacher dans un entrepôt virtuel que personne ne voit, le stock, qui est fini. Et j'en veux un par client. Donc là, j'ai dit, non, en fait, ce que ça vous prend, c'est une fonctionnalité d'allocation. D'être sûr que le stock fini, quand il est alloué à un client, il n'y a pas personne qui peut venir la chercher et l'appliquer pour un autre client. Donc, en fait, en creusant, en posant des bonnes questions, en fait, on s'est rendu compte que le besoin n'était pas des entrepôts virtuels. Peut-être qu'il y en avait besoin pour autre chose, mais le besoin était vraiment une fonctionnalité d'allocation dans le ERP qui n'existait pas dans leur ERP actuel, puis qu'ils avaient trouvé un workaround en utilisant des entrepôts virtuels. Donc, c'est vraiment important que l'analyse d'affaires aille chercher ces genres de choses-là pour voir que la fonctionnalité est là dans le système. Quand on va analyser les critères de décision, quand on va analyser, il y a quelques affaires à prendre en compte. Il y a du quantitatif et du qualitatif. C'est sûr que le quantitatif est plus facile à mesurer, mais le qualitatif, on va quand même essayer de l'intégrer aussi dans la décision parce qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, en termes de quantitatif, il y a le fit, donc c'est la couverture des besoins fonctionnels par rapport à la solution. Il y a le TCO, donc le coût total de la possession qu'on va mesurer sur 5 ou 10 ans. Et normalement, un tip avec ça, c'est qu'il faut tout inclure. Donc, il ne faut pas oublier les licences, que ça soit du annuel, une fois et tout ça, mais aussi aller jusqu'aux ressources internes, parce qu'il y a des ressources qui vont peut-être être enlevées de leur poste pendant la durée du projet, qui vont être affectées. Il faut inclure ça aussi dans le TCO. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Puis pour le qualitatif, il y a plein de choses, mais il y a des façons qu'on peut utiliser pour amener ça un petit peu plus quantitatif, mais essayer de, en fait, enlever la subjectivité et rendre ces affaires un peu plus objectives pour que ça soit vraiment la meilleure solution qui est sélectionnée. Et juste une autre petite astuce, on va essayer pour tout ce qui est quantitatif, évidemment, d'utiliser des graphiques. Ici, on voit juste une ligne qui va en bas à gauche vers en haut à droite.
En fait, c'est comme les logiciels, comme n'importe quoi d'autre dans la vie. On s'attend que plus qu'on paye cher, mieux qu'il y ait le produit. Donc, ces lignes-là, normalement, nos logiciels devraient se retrouver sur une ligne. Tout ce qui se trouve en haut de la ligne est d'habitude une solution supérieure et tout ce qui se trouve en bas, une solution inférieure. Comme par exemple, ici, j'ai 2 solutions qui ont un fit fonctionnel de 89% avec des TCO de plus que 4 millions, mais j'ai un autre qui est à 91% avec le TCO de presque la moitié. Donc, évidemment, ces solutions qui sont au-dessus de la ligne, c'est celles que je vais regarder a priori. Après, je vais ajouter le qualitatif et faire une liste restreinte pour les démonstrations avec ça. Donc, en conclusion, commencez par effectuer un diagnostic de vos processus, surtout si vous pouvez avec les auditeurs accrédités du programme Audit 4.0. Identifiez les spécialistes que vous avez besoin, bâtissez votre équipe, impliquez-les dès le départ de la sélection. Identifiez les outcomes désirés. Ça, j'ai beaucoup aimé la partie que Marianne a mentionnée, où on va identifier qu'est-ce qu'on veut aller chercher, puis on va pouvoir le mesurer si on l'a atteint à la fin. Et employer une méthodologie de sélection structurée qui vous permettrait de mesurer le succès de l'impact de la nouvelle solution. Voilà. Je pense que tu es sur mute, Florian. Merci beaucoup Rachel, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Yves pour vos présentations. Je vous invite à vous remontrer. Maintenant, on va passer aux questions. S'il y en a pas qui ont été posées pour l'instant. Mais j'invite les participants du webinaire à vous poser des questions s'ils en ont. Ça peut être des questions sur votre entreprise ou sur quoi que ce soit qui a été discuté ce matin. Je vous ai mis dans le chat pour les participants du webinaire donc les coordonnées de Yves, de Sophie et de Rachel, si jamais vous désirez les contacter ou connecter avec eux pour des questions plus précises par rapport à votre entreprise. J'ai aussi mis, Rachel, je me suis permis de mettre le lien vers le site du gouvernement par rapport au programme d'audit Industrie 4.0. Quand tu en parlais, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Moi, je me demandais, en attendant de voir s'il va y avoir des questions, Rachel, Sophie, Yves, peut-être commencer par Rachel, vu que tu es toujours à l'écran, c'est quoi la question que, arrivé 1 semaine, 2 semaines dans le processus, les clients vous posent tout le temps? En plus, j'étais sur mute. Combien ça va me coûter? Non, ça... Ouais, Sophie? Moi, je pense que souvent, la question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on peut tout faire? Je pense qu'arriver à la 2e semaine, là, surtout si vous êtes innovateur, puis la personne que je vous ai présentée avec moi aujourd'hui, Marianne, je pense que c'est une cliente là, qui avait une vision extraordinaire de ce qu'elle voulait faire, justement, de son marketing. Elle voulait utiliser les données, elle voulait aller cibler ses clients cibles d'une manière plus efficace. Et puis, je me rappelle encore d'une des premières rencontres qu'on a eues, et ça revient presque à chaque fois. On s'assoit avec la direction, et là, on veut tout faire en même temps, puis on se donne des délais ultra courts. Je sais, Yves, tu dis maintenant, on peut déployer des choses en 1 mois. Je pense quand même qu'il faut prendre vraiment le temps de définir une stratégie. Fait que donc, vraiment, un peu comme Rachel vient d'en parler, vraiment prendre le temps de se donner une feuille de route. Puis d'identifier justement où sont les plus grandes valeurs ajoutées dès le départ. Donc, cibler ces valeurs ajoutées-là, bâtir l'infrastructure avec toujours une vision à long terme, mais avec vraiment un travail à court terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le prochain mois, le mois suivant? Et puis à partir de là, vraiment bâtir là-dessus. Mais moi, c'est la question qu'on me pose souvent, c'est comme, est-ce qu'on peut tout faire en même temps? Super, merci. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, le besoin de prioriser et de trier un peu dans toutes les possibilités qu'il y a, parce que je pense que c'est souvent étourdissant. On l'a vu nous aussi de notre côté un petit peu. Yves, toi, est-ce que tu as une question qui revient tout le temps aussi?
Dans ces projets-là, je pense que je suis d'accord avec Sophie puis Rachel. Puis dans la vie de tous les jours, ça fait quand même près de 40 ans que je suis dans le domaine des TI. Quand les objectifs sont très clairs, les résultats viennent quand même assez rapidement. Donc, prendre le temps. Oui, c'est vrai que maintenant, on peut livrer rapidement, mais comme Sophie vient juste de mentionner, là, il faut bien comprendre il est où la problématique. Ensuite, être créatif, puis prendre le temps de regarder le type de solution, puis le besoin d'investissement en ressources humaines. Puis une fois que tout ça est bien fait, rester focusé, rester dédié sur l'objectif final, même si on rencontre des pépins. Mais les gens ont souvent ces questions-là. J'ai commencé à regarder ce problème-là, je commence à regarder les solutions, puis tant qu'à y être. Là, en informatique, on voit ça souvent. Là, donc, c'est pour ça que c'est important d'être bien accompagné dans ces projets-là pour rester, garder le focus là, sur l'objectif initial. Puis, ça nous permet de faire des plus petits projets avec des retours sur investissement qui sont beaucoup plus rapides aussi. Super, merci J'espère que ça beaucoup. répond à ta question. Oui, ça répond très bien à ma question. Merci beaucoup, Yves, Sophie et Rachel. Je me demandais, je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais en reposer une, moi j'en ai plein. Je me demandais, puis vous allez peut-être pouvoir me répondre, Sophie, tu disais pendant le témoignage de Marianne, est-ce que je ne me trompe pas de nom, ouais, c'est bon, en fait c'est surtout Marianne qui disait que la situation actuelle fait qu'elle n'a pas d'inquiétude pour savoir si même en télétravail ses employés travaillent. Moi je me demandais, la situation actuelle elle est quand même un peu particulière, puis on va devoir composer avec encore pendant plusieurs mois à mon avis. Est-ce que c'est plus difficile de faire cette transformation numérique en période de Covid? Et c'est quoi les enjeux que vous avez pu rencontrer un petit peu? Écoutez, nous, je peux prendre la parole en situation de COVID, ce qui a été plus difficile. Puis, je sais que Marianne, elle nous avait partagé là-dessus le fait qu'elle était vraiment fière d'avoir entamé cette transformation-là avant la crise. Nous, on a rencontré des entreprises justement qui l'ont fait pendant, puis qui, comme c'était pendant, ont été obligés d'aller plus vite. Je pense que ce qu'il faut faire super attention, c'est vraiment, faut faire attention aux employés, à leur essoufflement, prendre le temps justement d'avoir un bon plan de changement. Comme Rachel le disait, il y a des subventions pour ça en ce moment, mais ça vaut la peine. Il ne faut pas essouffler nos ressources. Au contraire, il faut prendre le temps de mieux les former puis de les intégrer dans ces nouveaux processus-là. Donc, oui, je pense que pendant une crise, c'est comme mettre un baume sur une petite blessure, là, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais il faut. Puis les beaux cas qu'on a en ce moment, c'est vraiment des cas où les entrepreneurs sont prêts justement à être très indulgents avec leurs ressources, puis à se donner la chance de faire des erreurs si on veut, puis de prendre ça une journée à la fois. Voilà. Rachel, Yves, est-ce que vous avez des choses à ajouter pour compléter un peu la situation que décrit Sophie? Yves, tu veux y aller? Non, moi, ma mère m'a toujours dit laisse parler les dames, sois poli. OK, c'est bon, c'est bon. Regarde, il y a un peu de tout. C'est sûr qu'on a vu un ralentissement, mais il y a eu une énorme accélération des projets numériques à l'automne. Je pense que ça a été, les gens ont pris le temps de s'organiser puis voir la valeur. Je pense qu'on a de la chance en technologie d'être à cette période où il y a autant d'applications infonuagiques et tout ça. Je pense que ça n'aurait été pas la même chose il y a quelques années quand les ERP, il fallait vraiment des équipes de 25 personnes qui débarquaient chez nous pour les implanter et tout ça. Donc, pour moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a plus de facilité à accepter que certaines étapes se passent vite et même vite, mais avec qualité. Mais je veux dire, par exemple, des démonstrations, les gens, avant, j'avais tout le monde qui devait prendre l'avion pour venir au siège social pour les démonstrations, mais maintenant, on le fait par vidéoconférence, puis personne ne dit rien parce que c'est la vie. Donc, on a vu un petit peu de changement dans le processus, peut-être des choses qui ont allégé le processus, ce que je trouve le fun. Donc, je pense qu'on est dans un contexte où il y a certaines choses qui...
combine le fait que c'est plus facile de changer de logiciel, c'est plus facile d'aller vers du infonuagique avec tout ce que les logiciels ont ajouté, ce que Yves a parlé d'intelligence artificielle qui est imbriquée dedans. Personnellement, je pense qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont prendre le saut dans les prochains mois. Oui, je suis d'accord, moi aussi. Je pense que les gens ont réalisé avec la pandémie qu'ils pouvaient travailler à distance. Donc, il y a des fois où les gens m'ont dit, ben, je me déplaçais, puis aujourd'hui, je ne me déplace pas, puis ça fait exactement le même résultat. Ça donne exactement le même résultat, ou presque. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer le contact humain. Un des aspects que Sophie mentionnait au niveau des gens, que j'ai réalisé aussi en parlant avec les clients, c'est que il y en a qui n'étaient pas prêts à travailler à domicile. Donc, moi, j'ai vu des gens qui sont installés des bureaux de fortune dans leur chambre à coucher pendant que les enfants ils travaillaient dans la cuisine, puis que le soir, la mère venait puis travaillait, puis là, tout le monde se déplaçait. Donc, il y a cet aspect-là qui est bien important aussi à prendre en considération, puis l'épuisement, le stress, ainsi de suite. Mais il y a eu un éveil aussi en même temps pendant la pandémie, puis beaucoup de gens ont réalisé que, hey, il y a beaucoup de commerce qui peut se faire en ligne, puis les gens n'étaient pas prêts là, pour justement faire du commerce en ligne. Donc, je pense à toute l'industrie du détail. Mais si l'industrie du détail est impactée, bien, il y a de l'impact sur la distribution, il y a l'impact sur la fabrication, puis il y a de l'impact aussi naturellement sur les services professionnels. Donc, la pandémie a accéléré en fait l'éveil sur la transformation numérique, puis le besoin d'être numérique si on veut pouvoir s'adapter puis innover. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à vous trois pour ces présentations. Je pense que c'était très, très, très informatif. Et puis, merci à tous ceux qui ont été là pour y assister. On aura d'autres webinaires en 2021. Là, on arrive un peu sur la fin de l'année. On va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on va se souhaiter que 2021 ne nous réserve pas d'autres surprises de cette amplitude-là. Et puis ben, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.